Bienvenue au bord du terrain, le podcast destiné à améliorer les connaissances des professionnels du sport et de la santé. Je suis Laurent. Et moi Mathieu. Ensemble, nous nous entretiendrons avec des entraîneurs, des thérapeutes, des athlètes, bref, les acteurs d'un monde qu'on apprécie tant. Ce voyage entre parcours individuels et thématiques particulières vous permettra d'approfondir vos connaissances dans le domaine du sport. Au bord du terrain donne le micro à ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont dans l'ombre, ceux qui aiment partager leur parcours, leur expérience, leur domaine d'expertise, leur vision des choses. Au bord du terrain, c'est la voix de deux ostéos impliqués dans le domaine du sport qui ont à cœur de partager un moment de passion et d'apprentissage. Nous vous souhaitons une belle écoute. Nous allons aujourd'hui parler d'un article paru dans Sports Biomechanics en 2021 par Nilstad et al. Qui étudie le risque de blessure chez des athlètes féminines élites en rapport avec l'observation et l'évaluation d'un mouvement de squat. La limitation des risques de blessure est un phénomène complexe et nécessite de comprendre le fonctionnement d'un système multistable qui est très évolutif entre forme et fatigue, entre les données biomécaniques, entre les données liées au contexte dans lequel évoluent les athlètes ou les personnes. Et cette surveillance nécessite d'utiliser donc des outils qui sont utiles à l'étude de ce système complexe. La biomécanique fait partie des domaines qui permettent le suivi des risques de blessures des athlètes, mais aussi l'optimisation de leur performance. La biomécanique peut aussi servir cliniquement dans nos cabinets afin d'évaluer un petit peu mieux comment bougent nos patients. Les données biomécaniques issues des tests en laboratoire sont parfois discutées parce qu'on peut rencontrer certaines difficultés à les utiliser sur le terrain et aussi à les interpréter. Le single leg squat est un test fonctionnel de terrain car il présente des similitudes biomécaniques avec de nombreuses activités. Le single leg squat est un mouvement de triple flexion du membre inférieur en appui unipodal, donc sur une jambe, où on demande au sujet de se fléchir, soit le membre oscillant vers l'arrière, c'est-à-dire le membre dans l'air vers l'arrière, soit le membre vers l'avant, et généralement avec les positions des mains sur les hanches. Il vise à dépister des dysfonctions de déficit de contrôle postural, mais aussi de défaut d'activation musculaire, généralement des moyens fessiers, et aussi la limitation de l'amplitude de cheville que l'on peut parfois corréler à un test comme le WBLT, le Weight Bearing Lunge Test. Il est également utilisé pour tenter d'évaluer le risque de blessure sans contact. Dans cette étude, les auteurs ont réalisé une cohorte prospective et ils ont inclus 880 athlètes féminines issus du milieu du handball et du football sur 8 années. Les tests ont été capturés en vidéo au cours d'une journée de pré-saison. Il s'agissait donc d'un single leg squat ainsi d'un vertical drop jump qui est un saut en contrebas d'un caisson, d'une marche ou d'un autre objet. Nous ne nous intéresserons qu'à la partie traitant du single leg squat. Les sujets ont réalisé un mouvement à 90 degrés de flexion vérifié par goniomètre. Les mains étaient donc ici sur les hanches, le regard porté vers l'avant et le membre oscillant était placé plutôt vers l'arrière. L'analyse 2D des vidéos a permis de calculer 3 items. La position médiale du genou, qui varie dans le plan frontal, l'angle de valgus, qui varie aussi dans le plan frontal, et le tilt pelvien latéral des deux membres, c'est-à-dire la variation de hauteur dans le plan sagittal. Le nombre de ruptures des ligaments croisés a été collecté durant les 8 saisons et objectivé par IRM. Les blessures dues à des contacts directs ont été exclues. Donc il s'agit ici de voir s'il existe une corrélation entre les résultats de l'analyse du single leg squat chez ces joueuses de handball et ces joueuses de football et les blessures des ligaments croisés objectivées par IRM. Sur les 880 athlètes, 86 avaient un antécédent de rupture du ligament collatéral antérieur, donc 14 ont de nouveau été victimes. Au total, 74 nouvelles blessures au LCA ont été recensées. Lorsqu'on regarde les différences intergroupes, c'est-à-dire entre les groupes blessés et le groupe non blessé, et qu'on compare les angles de valgus, les positions médiales de genoux et le tilt pelvien, via le risque de le rapport des chances, c'est-à-dire load ratio, on remarque que pour l'angle de valgus, le load ratio est à 0,98, pour la position médiale du genou à 0,96 et le tilt pelvien à 1. C'est-à-dire qu'on a 0,98 chances de plus de se blesser et 0,96 chances de plus de se blesser ou une fois plus de chances de se blesser
si on a un angle de valgus supérieur, une position médiale de genou en pourcentage qui est supérieure et un tilt pelvien, c'est-à-dire une chute du bassin en appui unipodal, de se blesser. Donc on constate que le risque grosso modo il est une fois supérieur, donc en gros c'est le même. Donc aucune des variables issues de l'analyse du single leg squat n'a pu distinguer les deux groupes ici. Ce travail est de très bonne qualité et il n'étudie que le risque de blessure du ligament croisé antérieur. Globalement, le single leg squat est analysé dans ce sens. C'est en effet après avoir observé le mécanisme de rupture du LCA que le single leg squat a été choisi pour évaluer le risque. Les auteurs ont globalement trouvé que le mécanisme était en flexion et en rotation interne, que les joueurs se blessaient. Donc ils ont décidé de voir si lors d'un mouvement sans vitesse de déplacement, du moins vers l'avant ou sur les côtés, les personnes avaient plus ou moins de risques ou autant de risques de se blesser. Ces résultats ne renseignent cependant pas sur le risque de douleur aux membres inférieurs et ou sur les lésions myo-aponeurotiques. Il faut aussi savoir que ces résultats-là contredisent les constats d'autres études qui ont, eux, trouvé une association entre les mouvements jugés subjectivement comme de faible qualité par les opérateurs, c'est-à-dire lorsqu'on observe le sujet réaliser son mouvement, et le risque de blessure sans contact au membre inférieur. Et dans d'autres études, comme celle Descartes et collaborateurs en 2018 ou de O'Connor en 2020, eh bien le risque était de 1,62 fois supérieur jusqu'à 1,98 fois supérieur, donc 2 fois supérieur. Il faut savoir que le mouvement qui était alors réalisé était un single leg squat profond, c'est-à-dire descendu jusqu'en bas, avec un membre oscillant positionné vers l'avant, contre ici vers l'arrière, et évalué à l'aide d'une échelle visuelle subjective très détaillée. On regardait l'équilibre du sujet, la profondeur du squat, etc. etc. L'évaluation du risque de blessure au membre inférieur par le single leg squat semble donc présenter une grande hétérogénéité dans la méthodologie et aussi dans les résultats. Ce qui semble faire varier les résultats, c'est la position du membre oscillant, la profondeur du squat, ainsi que le type de mesures qui ont l'air d'influencer la reproductibilité du test et de ses résultats. L'activité des stabilisateurs de hanches et de genoux, ainsi que la vitesse de descente sont par exemple très influencées par la profondeur du mouvement et peuvent donc faire varier les résultats aussi à eux seuls, sans parler du type de squat. La variation du centre de pression est également plus élevée lorsqu'un squat est très profond que lors d'un squat réalisé à 90 degrés de flexion. C'est-à-dire que si le single leg squat est réalisé complètement, donc jusqu'en bas, on a de grandes chances d'observer des déviations, des mouvements du centre de pression, donc on pourrait considérer une sorte d'instabilité, subjectivement parlant, du sujet. Par ailleurs, les valeurs de déviation du genou retrouvées tendent à se rapprocher de celles mesurées lors de tests impliquant des sauts verticaux. Et donc on pourrait penser que le single leg squat pourrait être intéressant chez des sujets qui ne peuvent pas encore réaliser de sauts verticaux, c'est-à-dire réaliser un mouvement avec une vitesse verticale très élevée. Le single leg squat profond pourrait être alors un moyen d'évaluer le comportement du membre inférieur en flexion à des vitesses relativement élevées sans avoir recours au saut. Il convient de donner des consignes claires au sujet que nous évaluons afin de pouvoir obtenir des données comparables à celles qu'on retrouve dans la littérature. Et donc, le choix de l'outil de mesure, échelle visuelle ou logiciel d'analyse vidéo, semble également influencer les résultats. La question de la corrélation entre ces deux types de mesures reste alors entière. Ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que 1. L'association entre le risque de blessure et l'évaluation du single leg squat ne semble pas très bien établie. 2. Le single leg squat permet cependant d'évaluer le déficit de contrôle postural, le défaut d'activation des fessiers et d'apprécier l'amplitude articulaire de cheville d'un sujet. 3. La littérature présente une grande hétérogénéité dans les protocoles et il faut donc comparer les données issues du terrain aux études conformes aux tests qu'on vient de réaliser. Et 4. Le single leg squat profond ou pistol squat est moins écologique, c'est-à-dire il révèle un peu moins des mouvements de la vie quotidienne qu'une flexion à 90, mais il semble présenter certains avantages liés à la vitesse de mouvement. Merci beaucoup pour votre attention. En espérant que cela vous ait plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des questions et on vous retrouve bientôt pour un format court ou pour un format long. À bientôt.